Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Nous vivons des changements sociétaux très forts qui impactent les business models des secteurs du tourisme et des sports outdoor. Nous assistons à des rebonds fascinants que les leaders savent anticiper pour les transformer en opportunités. Dans cette série d'entretiens, nous voulons partager les parcours, les expériences et les visions des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui et de demain. C'est la rencontre d'Armelle Solélac, spécialiste en stratégie de marque et de responsabilité sociétale des entreprises, et d'Ariane Favier, experte du capital immatériel des entreprises et des marques, qui a donné naissance à ce podcast. Pour cette 4e saison, avec nos invités audacieux, nous allons parler du nerf de la guerre, l'argent. Et oui, comment se financent les entreprises et les organisations des secteurs du tourisme et des sports outdoor ? Quels sont leurs freins ou leurs difficultés ? Quelles sont leurs techniques et les meilleures pratiques pour lever des fonds ? Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Christophe Cordonnier, cofondateur de Lagoped. Bonjour Christophe. Bonjour Ariane, bonjour Armelle. Merci de ta venue sur notre podcast. Pour démarrer cet épisode, est-ce que tu peux nous parler rapidement, brièvement de ton parcours, alors aussi bien académique que de ta carrière professionnelle jusqu'à aujourd'hui, s'il te plaît? Oui, j'ai fait principalement des études de droit, d'économie et un peu de philosophie. Ensuite, j'ai commencé à travailler j'ai commencé à travailler à Moscou, en Russie, dans le cadre du service militaire qui existait à l'époque, donc on pouvait faire une coopération, dans une banque française dans laquelle j'ai continué pendant une quinzaine d'années. Et puis après, j'ai monté une société qui gérait des fonds sur le secteur des matières premières. Et puis après, j'ai monté Lagoped, qui vient d'une passion de la montagne au départ. Le textile, c'est plutôt une coïncidence et le fruit de rencontres. Et le lien entre ces expériences, c'est que moi, je travaillais sur la partie extraction de matières premières, donc tout ce qui est pétrole, métaux, agriculture. Et ça fait le lien avec l'ADN de Lagoped aujourd'hui sur la partie sortie de l'extraction. Donc voilà, c'est un peu finalement le fruit d'un cheminement plus que d'une décision qui me tombe sur le coin du nez. Donc voilà sur mon parcours académique et pro. Comment t'as eu l'idée de créer Lagoped ? En fait, moi, j'ai toujours été fan de montagne. J'ai toujours fait plein de montagnes, plein d'escalades, etc. Et quand j'ai travaillé à Genève, en Suisse, j'allais faire d'escalade à la salle d'escalade de la Queue d'Arve. J'ai rencontré quelqu'un hollandais avec qui je grimpais et qui travaillait, qui était en transition après 15 ans chez Procter & Gamble et qui travaillait sur un sujet textile. Et voilà, c'est en grimpant 2-3 fois par semaine, en discutant de son projet, que j'ai découvert le monde du textile et qu'il y avait un retard dans le textile sur la prise en compte d'un certain nombre de problématiques, et notamment dans la outdoor. Et donc l'idée, c'était un peu de réconcilier les valeurs qu'on va chercher pour les pratiquants de nature ou des montagnes, etc. De réconcilier les valeurs qu'on allait chercher, qui sont les valeurs qui sont clamées haut et fortes par les marques, mais qu'on retrouve pas finalement dans les vêtements, dans la manière dont ils sont fabriqués. Donc voilà, il y avait cette notion un peu de réconciliation. Et comme les consommateurs et consommatrices ont beaucoup demandé des évolutions qui ont vraiment tardé à venir et qui tardent encore, donc voilà, il y avait une opportunité de proposer quelque chose de différent et qui soit en phase avec ce que tout le monde, avec ses valeurs qu'on va chercher. Et donc c'était ça l'idée de départ. Et du coup, quels sont les plus gros challenges que tu as dû relever depuis que t'as créé Lagoped ? Déjà, le premier challenge, c'est que j'y connaissais rien du tout au textile. Donc il a fallu apprendre. Donc je suis passé par un incubateur à Annecy qui s'appelle Outdoor Sports Valley et qui est spécialisé dans le monde de l'outdoor avec plein de spécialistes textiles. Donc le textile, c'est de la fabrication, du sourcing, donc c'est assez compliqué. Puis après, c'est de la distribution. Donc voilà, c'était le point de départ, on va dire, de la difficulté d'exécution. Mais finalement, c'est toujours aussi une opportunité à chaque fois qu'il y a des avantages et des inconvénients à toutes les situations. Là, l'avantage, c'est que n'y connaissant rien, j'avais pas d'a priori, pas de crainte particulière.
et que c'est souvent comme ça en fait. C'est souvent des gens qui viennent d'autres secteurs, ça s'est vu dans l'aviation, ça s'est vu dans plein de secteurs, et qui viennent un peu voilà, se dire que, enfin, trouver le chemin qui est jamais un boulevard, hein. C'est toujours un tout petit chemin qu'il faut trouver, il faut se glisser. Il faut vite changer d'avis ou changer de chemin ou pour continuer d'avancer. Donc je pense que c'est ça un petit peu, donc la difficulté et l'opportunité. Après, la difficulté d'exécution pour la GoPed en pratique, une fois que c'était lancé, c'est vraiment la partie sourcing, fabrication en Union européenne avec des matières recyclées. Donc on double les difficultés. Donc pour prendre une image de montagne, on grimpe pas la montagne par la voie normale, on fait une face nord en plein hiver et en solitaire. Donc voilà, c'est pour dire que c'est beaucoup plus compliqué à exécuter que il faut toujours se poser la question, si on vient faire quelque chose de nouveau, c'est pourquoi les autres l'ont pas fait en fait. Il y a forcément une raison, parce que on n'est pas plus malin que tout le monde. Donc il y a forcément une raison. Donc voilà, c'est ça la difficulté d'exécution, c'était le sourcing et le manufacturing, sachant que comme le 99% du marché est plutôt centré sur l'Asie, donc c'était facile de trouver des experts de la partie sourcing manufacturing Asie, mais il n'y avait pas d'experts de sourcing manufacturing Union européenne. Donc il a fallu créer cette expertise au sein de la GoPed. Et est-ce que tu as, depuis le début de la GoPed, un souvenir ou une anecdote sur une situation incroyable, alors avec ton regard neuf, peut-être justement comme tu ne venais pas du textile, quelque chose que tu aurais vécu, que tu peux nous partager depuis que tu as créé la GoPed, qui était singulier, amusant ou surprenant? Alors il y a plein des tonnes d'anecdotes ou de trucs un peu rigolos, mais je pense que c'est toujours les rencontres en fait. Faut faire alors au-delà du fait de dormir dans le coffre de sa voiture ou voilà, ou même par terre dans des endroits divers et variés pour ne pas dépenser trop d'argent au lancement des jeunes entreprises. C'est les rencontres. Donc c'est finalement le plus surprenant au démarrage, c'est d'avoir notamment des partenaires de fabrication qui vous suivent, alors que voilà, moi quand j'ai fait le premier salon de l'ISPO à Munich, donc qui est le festival de Cannes des vêtements outdoor, il y a toute l'industrie. Alors c'est moins gros aujourd'hui que ça a été avant le Covid, mais c'était à l'époque des dizaines de stades de foot d'exposants, donc c'est des surfaces énormes. Donc dans un espace pareil avec une concurrence incroyable, venir juste avec une veste et un pantalon et avoir un fabricant qui vous regarde de travers mais qui se dit on va y aller. Voilà, c'est des moments où voilà, si ça se passe pas, c'est fini. L'aventure s'arrête. Donc voilà, il faut rencontrer du monde et finalement si le projet crée de l'attraction avec il faut impliquer beaucoup de monde en fait, c'est pas juste une personne ou une idée donc il faut des fournisseurs de matière, il faut des fabricants de vêtements qui se disent ce gars-là avec sa veste et son pantalon, on pense que ça peut être intéressant alors qu'il est minuscule, il est inexistant. Donc c'est ça un peu le côté magique qui doit se produire, mais pour qu'il se produise, il faut aller à la rencontre des autres. Et donc voilà, c'est ça le côté un peu magique de ces dernières années. Il y en a eu plusieurs, mais où des gens se disent, on va lui faire confiance, on va travailler avec lui, alors que connaissant maintenant un peu mieux le textile, je me dis qu'ils étaient un peu fous quand même. Si tu regardes ton parcours depuis la création de la GoPed, selon toi, quelle a été la plus grosse erreur que tu as commise et qu'est-ce que t'en retiens? Les plus grosses erreurs, surtout dans des petites structures, c'est des erreurs de rencontres. On fait pas que des bonnes rencontres, parfois on fait des mauvaises rencontres. Et voilà, c'est celles-là voilà, sur lesquelles c'est toujours de l'humain et donc c'est plus compliqué à gérer. Mais voilà, c'est plutôt ce type d'erreur qu'il faut éviter de commettre, et c'est très compliqué de connaître les gens bien ou en détail avant de les connaître effectivement. Donc voilà, je pense que c'est ça alors c'est donc des petites erreurs. Je pense que le truc à retenir dans ce type de développement de projet ou pour des petites entreprises, c'est que on peut pas vraiment faire de grosses erreurs, parce que la grosse erreur c'est la fin. Donc il faut pas se tromper non plus. Voilà, c'est-à-dire il n'y a pas de grosses erreurs, il y a plein de toutes petites erreurs qu'il faut éviter de commettre. Après ça c'est sur les rencontres, et après sur les développements produits, parfois on a eu un peu d'excès de confiance
puisqu'à la fin on vend quand même un vêtement à des gens qui vont le porter. Et donc voilà, il faut être exigeant sur 100% de ce qu'on fait. C'est pas qu'on a manqué d'exigence, mais parfois on est parti sur des voies qui n'étaient pas forcément les bonnes. Et à contrario, quelles ont été les grandes satisfactions, les grands moments waouh dont tu es le plus fier depuis que tu as créé Lagoped, peut-être les grandes étapes, je ne sais pas. On a justement à l'ISPO, à la deuxième participation de l'ISPO, on a eu un prix, une médaille d'or, enfin un prix international sur nos vêtements. Donc ça c'était quand même une belle satisfaction sur nos produits. Le fait d'être suivi par des distributeurs spécialisés du marché qui sont qu'on pourrait appeler des leaders d'opinion, ça c'est une grande satisfaction aussi, parce que ça veut dire que ce qu'on fait, ça a parlé au début à des fabricants, ça parle ensuite à des distributeurs, ça parle à l'industrie en nous récompensant. Donc ça c'est des grandes satisfactions d'être suivi en fait, de pas se sentir seul dans son coin. Et puis le fait que la plus grande satisfaction en tant que fabricant textile, c'est de croiser des gens qui portent nos vêtements. Voilà, ça c'est le truc quand même le plus sympa. C'est aussi satisfaisant que de fabriquer de la nourriture ou du vin et de croiser, de se dire qu'on est sur le dos des gens ou qu'on est apprécié par les gens. S'habiller, c'est quand même un symbole qui va au-delà c'est un acte de consommation un peu particulier, c'est pas anodin. Et donc croiser des gens à la montagne, se faire interpeller parce qu'on est habillé de la même manière et qu'on porte les mêmes vêtements, ça c'est très très sympa. Et puis en même temps, il y a plein de gens, on a plein de témoignages de clients qui nous disent j'ai croisé quelqu'un sur une plage ou je sais pas dans une forêt qui avait une veste Lagoped ou un vêtement Lagoped et finalement ça a créé du lien entre eux. Donc il y a ce côté aussi sympa de se dire que c'est dans ce cadre-là la marque. Alors bien sûr, plus elle est grosse, peut-être plus elle perd un peu ce côté social, mais c'est vrai que c'est sympa d'avoir ce type de retour de clientes ou clients qui disent j'ai vu la veste, je suis allé voir la personne et on s'est parlé. Donc ça c'est assez sympa aussi. T'avais imaginé au départ de la création de la marque que ça deviendrait un outil de lien social? Pas du tout. C'est surprenant. C'est le côté très chouette de se dire qu'en portant ce vêtement-là, il y a des personnes qui se rencontrent, qui se seraient jamais parlé, puisque se connaissent pas. Et donc se créer ce lien, c'est marrant. Nous, on le vit. Enfin, moi, je le vis quand je croise des personnes. Mais c'est aussi très chouette de se dire que d'autres font la même expérience. Dans le cadre du développement de Lagoped, vous avez choisi de faire une levée de fonds. Qu'est-ce qui vous a conduit à choisir cette voie dilutive? Alors, très prosaïquement, ce qui nous a mené dans cette voie, c'est qu'on avait besoin d'argent. Voilà, c'est pas tellement plus compliqué que ça pour le point de départ. Il faut savoir que en fait les marques de textile en général, il y en a beaucoup qui se créent parce qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée en fait. Donc on n'a pas besoin d'un diplôme particulier, on n'a pas besoin de quoi que ce soit. Hein. Et c'est plus facile au début qu'après. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent. Après c'est une activité qui est en termes économiques et financiers qui consomme beaucoup d'argent. Donc il faut trouver des sources de financement et vite. Et c'est très difficile d'avoir une croissance purement organique parce qu'il faut développer ses collections, il faut faire des achats, constituer des stocks, donc il y a des MOQ, etc. Donc, je rentre pas dans le détail technique, mais c'est lourd financièrement en fait. Et donc au bout d'un moment, si on veut vraiment se développer, accélérer, avoir un peu plus de moyens, on est obligé de faire une levée de fonds, ce qui est pas un mauvais exercice. Mais voilà, il y a quand même une obligation d'avancer. Et puis il faut aussi savoir que dans les premières années, c'est valable pour toutes les startups, mais surtout pour les startups qui consomment du cash. Donc comme les sociétés du textile, on peut disparaître en 24 heures, sans que ça n'émeuve personne. Ça arrive tous les jours que des sociétés disparaissent. Donc voilà, après il faut se battre pour et puis les moyens financiers, c'est le carburant de l'entreprise, hein, donc il faut mettre du carburant pour avancer. Est-ce qu'on peut rentrer un peu plus en détail dans ton parcours de levée de fonds, les difficultés que vous avez dû surmonter, ce que tu en retiens, comment tu as fait pour justement surmonter les éventuels écueils ou difficultés qui se présentaient à vous, le temps que ça a pris?
Alors, le temps que ça a pris, ça a été assez rapide, parce qu'il faut se fixer des échéances fortes et puis les tenir. Donc, on a démarré la levée de fonds. En fait, ça a duré 8 semaines pour faire le deck et la partie BP et 8 semaines pour boucler la levée de fonds, la signer et la décaisser. Donc, c'est très rapide. Donc, il faut donner du rythme. Il faut avoir beaucoup de temps à consacrer à cet exercice. Hein. C'est pas un truc qu'on peut faire en dilettante. Et donc, et c'est juste, voilà, ce que j'en retiens, c'est que la préparation des documents qu'on va faire circuler prend autant de temps que la levée de fonds elle-même. Donc, c'est un exercice, c'est vraiment quelque chose de très prenant et très lourd. Après, il faut que les documents soient très bien faits parce qu'il va falloir vivre avec pendant la levée de fonds. Hein. On peut pas les changer et renvoyer un autre. Donc voilà, il y a ce côté préparatoire qui est très important, mais parce qu'en fait, c'est là qu'on redistille un petit peu tout ce qu'on a à dire. Et une levée de fonds, ça doit se faire avec beaucoup de sincérité, parce que on présente son projet dans les moindres détails, avec ses avantages, ses inconvénients, ses difficultés. Hein. Il faut raconter une belle histoire, mais il faut que ce soit une vraie histoire. Donc voilà, et puis il y a une notion de timing qui est très importante. Voilà, c'est sûr que si on cherche à lever des fonds alors qu'on a commencé à avoir une baisse de chiffre d'affaires ou qu'on a des difficultés, c'est beaucoup plus compliqué que si on se présente joliment. Et donc voilà, le timing est essentiel, mais enfin il est essentiel dans tout dans la vie, mais particulièrement pour la levée de fonds. Donc la grosse difficulté, c'était d'avoir suffisamment de personnes. Moi, je me suis toujours appuyé sur des gens qui savaient mieux que moi tout un tas de choses, et notamment sur la partie préparation du deck, d'avoir 2, 3 à la fois relecteurs et connaisseurs de la manière dont ça se fait et dont ça se présente, et qui puissent dire ah bah là oui, là non, là ça on comprend pas, là il faut ajouter ci, etc. C'est vraiment dans tous ces détails-là qu'on aura un document qui sera percutant et qui accrochera. C'est un acte de vente en même temps. Et donc voilà. Et après la partie levée, il faut avoir des contacts. Il faut constituer ses contacts. Il faut avoir un peu de réseau et puis être très organisé dans le démarchage. Quoi. Vous avez levé, si mes souvenirs sont bons, en septembre, 5,7 millions d'euros. Tu dis que ça t'a pris 8 semaines de levée et que t'as passé autant de temps à préparer la levée, seulement 8 semaines de préparation pour 5,7 millions, ça me semble épatant. Est-ce que tu dirais que la constitution de ce réseau s'est faite sur une plus longue période et le fait de mûrir le projet s'est fait sur une plus longue période, ou est-ce que vous avez fait appel à un leveur qui vous a permis de gagner du temps? Non, alors les leveurs, ils lèvent pas vraiment en fait. Hein, c'est un exercice compliqué et qui est très très personnel, donc il y a tout un tas de choses dans la vie, on sait que personne peut le faire à notre place en fait. Donc on aimerait parfois trouver un truc magique qui fait que quelqu'un va le faire, mais en fait ça n'arrive pas, même si on aimerait bien. Donc c'est vraiment soi-même. Après la constitution du réseau, effectivement, moi j'ai passé une 20aine d'années dans la finance, donc j'ai un gros réseau dans la finance. Et puis après, sur les 5 premières années, il y a plein de personnes qui nous ont contactés, et donc c'est ces contacts-là aussi qu'il faut bien, au fil du temps, pendant 5 ans, garder dans un petit fichier précieux qu'on peut ensuite ressortir. Après, on peut faire des recherches aussi soi-même. Hein. Il y a plein de choses qui sont disponibles sur Internet. Mais ce qui est marrant au final, on a deux typologies d'investisseurs qui ont investi. Il y a à la fois des gens qui me connaissent, avec qui j'ai travaillé pendant très longtemps, et donc qui viennent de ce réseau de la finance et donc qui avaient les moyens d'investir. Donc ça, c'est un premier volet. Donc c'est les gens qui nous connaissent et qui savent de quoi on est capable professionnellement. Et puis les autres investisseurs, ce sont des clients finalement qui nous les ont ramenés. Donc voilà, je veux dire, finalement, moi j'ai ramené que les personnes qui me connaissaient depuis longtemps. Et puis les autres personnes sont venues par des clients. Donc je sais pas si ça peut se reproduire plein de fois comme ça. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que dans les deux cas, c'est des relationnels forts qui font ou bien des clients donc qui nous connaissent et nous apprécient, qui nous permettent d'accéder à des investisseurs. Et dans un cas, donc on a à la fois un client magasin qui nous a ramené un investisseur, et un client, un gros investisseur, et l'autre c'est un client vraiment un acheteur de nos vêtements. Donc c'est assez
assez marrant au final. Et tous les autres, on n'a pas d'investisseurs financiers purs. Et je pense que c'est bien mieux comme ça. J'avais demandé en fait des conseils à des gens qui sont spécialisés dans les levées de fonds en leur demandant quelle est l'erreur à ne pas commettre. Et donc on m'avait juste répondu le pire truc qui puisse arriver dans une levée de fonds, c'est de faire rentrer un con. Donc ça, c'est pas évident à éviter. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que l'argent n'a pas d'odeur, alors forcément, on est prêt à prendre n'importe lequel, mais finalement non. Donc il faut aussi se donner des priorités de qu'est-ce qu'on aimerait en priorité avoir comme personne au capital, parce que ça va quand même déterminer le futur de l'entreprise. Il suffit pas de trouver de l'argent. Donc je disais que l'argent n'a pas d'odeur, mais finalement elle en a quand même une. Et donc voilà. Donc moi je suis ravi de cette levée de fonds parce qu'à la fois on a réussi à lever de l'argent, ce qu'on cherchait, j'avais lancé la levée de fonds pour 1,5 million d'euros en equity, et puis finalement comme on les a trouvés très très vite, on a poussé l'exercice plus loin. Donc c'est aussi dans la préparation du deck au départ, c'est d'avoir un objectif de levée initiale et déjà dans le deck préparer, on va dire, ce qu'on appelle les upsides, qui sont potentiellement, voilà, si on a vite levé, qu'on n'ait pas besoin de renvoyer un document pour se dire, on continue un peu plus loin, parce que les upsides qu'on avait indiqués, et ben là, on va pouvoir aussi les financer. Donc voilà, il faut une stratégie de levée, il faut une qualité d'investisseur. Si on veut, si on a des investisseurs financiers trop tôt, on aura quand même une forte pression de retour, et donc ça veut dire aussi avec des dates jalons. Voilà. Donc quand je dis des investisseurs financiers, c'est des investisseurs qui gèrent l'argent des autres. C'est ça ce que j'appelle des investisseurs financiers. Donc c'est pas leur argent qu'ils investissent, et donc ils doivent rendre des comptes à des investisseurs derrière eux. Et la manière de rendre des comptes, c'est de faire du reporting mensuel ou trimestriel en disant ça marche ou ça marche pas sur l'ensemble du portefeuille. Mais c'est ça qui génère de la pression, et à la fin la pression, elle est pas, ça veut pas dire que on est dilettante si on fait différemment, mais c'est juste qu'on prend des décisions qui sont pas polluées ou par d'autres sujets que la vitesse à laquelle on veut avancer, comment on veut investir, est-ce qu'il faut ralentir les dépenses, est-ce qu'il faut les accélérer, et pas tout dépenser vite et se retrouver sans rien. Tu dirais que la pression des VC, elle est plus forte que la pression des BA? Oui, alors on n'a pas que des BA, mais c'est vrai que je pense que les sociétés qui font de la gestion pour compte de tiers, qu'elles soient VC ou autres, oui, mais mettent des grosses pressions parce qu'elles ont elles-mêmes une grosse pression de rentabilité. Donc il y a plein de cas, pas forcément dans le textile, mais où on force l'entreprise à dépenser vite le capital qu'on lui a donné pour générer du résultat rapidement. Mais le problème, c'est que si la conjoncture est pas bonne, plein de facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte, il fallait peut-être patienter, attendre. Voilà. Donc effectivement, il y a plus de pression avec des VC, et puis même certains m'ont recommandé d'attendre le prochain round pour être mieux structuré, mieux organisé, pour pouvoir prendre ce type d'investisseur dans la société. Donc faut pas négliger cet aspect-là. Quel conseil précieux tu donnerais à des entrepreneurs du secteur l'outdoor qui voudraient se lancer dans une levée de fonds? Tu nous as partagé pas mal de pépites avant, mais ce serait quoi tes points clés que tu pourrais leur partager pour leur éviter des tourments? Je pense que j'ai pas de conseils, je donne jamais de conseils. Mais c'est juste que je pense que il faut pas se reposer sur un tiers. Enfin, il y a pas de quelqu'un ne le fera pas à leur place. Donc c'est un exercice qu'il faut faire soi-même du début jusqu'à la fin. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent on se dit il faudrait un lever, il va nous trouver ceci, enfin tout ça c'est un peu, on joue à l'autruche en se disant qu'il va se passer quelque chose d'externe, mais c'est tout l'effort il est à fournir par le ou les fondateurs. C'est eux qui vont mener les discussions, prendre les rendez-vous, fabriquer le document. On peut pas se décharger sur quelqu'un d'autre pour une solution miracle. C'est un exercice intime pour l'entreprise et pour son ou ses fondateurs.
Et donc, je pense que voilà, ce serait mon meilleur conseil, c'est pas de penser qu'il y a un tiers qui va venir et qui va le Un faire à notre sauveur. place. Il n'y a pas de sauveur, voilà. Toi, le ciel t'aidera. Donc, c'est plutôt ça mon conseil. C'est juste qu'il faut être conscient que il n'y a pas personne. Après, on peut avoir des aides extérieures, etc. Mais il s'avère que dans ce cadre-là, donc ce que ça veut dire aussi, c'est que dans la manière dont on va démarcher, enfin, même si on prend un lever qui va donner un petit coup de main ou qui va aller s'occuper d'une partie du marché, ça peut être des BA organisés. Il y a plein de BA régionaux, hein, ou des BA d'école, etc. Il y en a plein. Mais il faut bien avoir une liste où on sait qui parle à qui, qu'est-ce qu'on paye à la fin à qui. Et ça, c'est bien de le structurer dès le début pour pas être déçu. Notre industrie, elle a beaucoup évolué ces 10 dernières années. Pour toi, quelles sont les évolutions qui t'ont le plus marqué? Les évolutions qui me marquent le plus, c'est qu'il se passe pas grand-chose. Donc voilà, je pensais que ça irait un peu plus vite en fait dans le marché en général. Donc sur des évolutions environnementales ou sociales, sur la prise en compte en tout cas des impacts environnementaux et sociaux dans le secteur du textile. Donc ça avance, mais c'est quand même très très lent. Donc en fait, c'est plus la lenteur qui me surprend que la vitesse d'exécution. Après, ce qui me surprend positivement, c'est que on a eu typiquement une convention citoyenne avec notamment une information plus transparente à offrir aux consommateurs. Que derrière, il y a eu donc, la mise en place d'une réglementation européenne et puis bientôt nationale sur la partie éco-score, donc affichage environnemental. Donc je dirais que le processus démocratique qui vient du bas, il fonctionne, et donc ça c'est rassurant. Donc et qu'au final, dans tous les domaines, qui soient le secteur du textile ou d'autres, encore une fois, on s'attend parfois à ce que le truc tombe du ciel, mais que fait l'État, mais que fait le gouvernement, mais que fait le. En fait, c'est toujours, dans tous les cas, c'est toujours les citoyens, les citoyennes qui poussent les évolutions, les nouveaux développements. Ça vient jamais du haut, hein, ça vient toujours du bas. Et donc, plutôt que d'attendre, c'est un peu comme une levée de fonds, hein, faut pas penser qu'il y a un tiers magique qui va venir et qui va tout remettre à plat. Donc voilà, le secteur, je pense qu'il bouge trop lentement. Et donc, c'est à nouveau la base des citoyens, les citoyennes qui font bouger les choses avec des législations qui se mettent en place, des réglementations. Et donc, juste de manière intéressante, c'est ce processus démocratique-là. On avait fait un petit reportage avec une télévision japonaise sur le sujet de l'éco-score, mais notamment dans le cadre des élections législatives au Japon et sous cet axe de démocratique en fait. Donc c'est-à-dire sous cet axe de processus de demande de la base et puis remontée et puis une législation se met en place et puis au final on a le résultat effectivement qui apparaît dans les magasins. Euh, donc voilà, c'est juste dans le secteur du textile, pas dans le secteur du textile en particulier. Mais pour résumer, je trouve que les changements sont lents et qu'ils auraient pu être beaucoup plus rapides. Après, c'était ça l'opportunité. Le fait qu'ils soient pas rapides, ça a permis à la Lagopé d'émerger. Sinon, s'ils avaient été rapides, on n'aurait pas eu l'opportunité de venir faire notre proposition au marché. Et par conséquent, comment tu vois le futur de notre industrie dans les 10 prochaines années, ou qu'est-ce que t'aimerais qu'il soit pour les 10 prochaines années? J'aimerais je pense que la partie environnementale soit sincèrement prise en compte, et pas juste, donc ça, ce serait qu'il y ait plus de sincérité et de vérité et de cohérence dans la manière dont les sujets sont abordés dans chaque entreprise. Après, nous, les échos, c'est vrai qu'on a de beaucoup de professionnels du textile. C'est que il y a quand même beaucoup de salariés de ce secteur-là qui vivent assez mal le grand écart entre les discours et la réalité de leur travail quotidien. Et ça, je pense que déjà, ça pèse mentalement et psychologiquement sur plein de personnes. Donc rien que pour ça, il faudrait que ça change, sans parler de sauver la planète. Donc retrouver, parce qu'on parle beaucoup de sens, etc. Mais le sens, c'est plutôt de la cohérence en fait entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et qu'en termes, donc j'espère que dans le secteur textile, ça va un peu se décanter pour qu'il y ait plus de gens heureux de le faire que de gens malheureux.
puisque à la fin c'est ça la réalité hein, derrière de ce qui se passe, même si de façade la marque montre un joli visage, des belles couleurs et des belles photos. Et puis ce que j'espère aussi qui va évoluer, c'est parce qu'on parle beaucoup de l'environnement, mais moins du volet social, et que le volet social des modes de fabrication sera aussi bien mieux pris en compte que ce qui est le cas aujourd'hui. Et je pense qu'au niveau réglementaire, c'est ce qui se passera dans les 5 prochaines années. Donc l'inclusion du volet social dans la responsabilité des donneurs d'ordre ou des metteurs en marché, pour parler techniquement, on va dire des marques. Et voilà, et je pense que nous, ce qui nous plaît, enfin moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est de mettre en avant le textile européen, du fil aux vêtements. Donc c'est aussi ça qui est intéressant. Voilà, je pense qu'il y a sur le secteur, il faut que tout le secteur textile redonne un peu ses lettres de noblesse au textile. Donc c'est vu aujourd'hui quand des gens sortent de l'école, personne n'a envie de travailler dans le textile. Enfin, c'est une réalité. Les consommateurs, pour la plupart du temps, pensent que il faut, qu'il n'y a pas beaucoup de compétences, qu'il n'y a pas beaucoup de dans le secteur textile. Hein, tout le monde, c'est sûr que quand on voit des t-shirts à 2 euros, on n'imagine pas que ce soit bien compliqué à faire ou bien sorcier. Donc je pense que alors que donc voilà, c'est un peu redonné. Donc nous on le fera pas seul, hein, on peut pas faire grand chose, on est encore petit, et on a peu d'écoute et peu d'audience. Mais je pense qu'il y a un enjeu aussi de redonner les lettres de noblesse au textile. Donc à la fois ça passe pas que par le prix, mais ça passe aussi par techniquement, comment on fait un fil, comment on tricote, comment on tisse, l'ensemble des choix qui peuvent être opérés, enfin la technicité de ce qui est fait et fabriqué, la dextérité des personnes qui travaillent dans ce secteur-là à tous les niveaux. Parce qu'il faut quand même voir que c'est un peu l'exemple que je donne souvent, c'est que c'est aussi compliqué à fabriquer un vêtement qu'une voiture au final. Alors à une petite moindre échelle, mais c'est un petit peu la même problématique. Là. Donc c'est long, il y a beaucoup de fournisseurs, il y a beaucoup de pièces à assembler, c'est difficile. Mais contrairement à l'automobile c'est automatisable très facilement. Puis on voit, il y a des robots, on est sur des matières dures, mais comme dans le textile, on est sur des matières molles et souples. C'est même un secteur dans lequel on n'est pas automatisable en fait. Donc, le geste humain est très important. Et donc pour bien coudre deux matières molles ensemble, en fait, il y en a beaucoup qui ont essayé hein, d'automatiser les choses pour réduire les prix. Mais on voit que ça marche pas en fait. Donc le geste humain est important à tous les niveaux de la fabrication. Donc c'est un secteur qui en même temps préserve la partie talent, on va dire talent humain il faut un certain swing pour bien coudre deux matières molles et il suffit pas de les mettre parfaitement droites côte à côte, ça marchera pas, le résultat sera pas bon. Donc il faut un peu de défaut pour que le résultat soit bon. Donc voilà, je pense qu'il y a cette dimension. Faut pas oublier que derrière le textile, il y a des gens, beaucoup de femmes d'ailleurs, au final, et qu'il y a du talent, qu'il y a de la compétence, de la recherche et développement, et que malheureusement aujourd'hui, en tout cas nous, quand on explique dans le détail comment on fabrique nos vêtements, les gens sont un peu surpris, pensaient que c'était beaucoup plus simple que ça. Est-ce que pour conclure cet épisode, tu aurais un conseil de livres, de documentaires, de personnalités à suivre, alors sur le sujet du business ou des levées de fonds ou des sujets qui te sont chers, que tu viens de nous exposer? Alors, ouais, bon, des livres de levée de fonds, là, j'en ai pas qui me viennent tout de suite à l'esprit. Il y a des lectures intéressantes, plus sur la partie environnement, sur la partie rapport à la nature. Donc les livres de Baptiste Morisot, qui est un petit peu connu, voilà, en tout cas nous, qui nous ont confortés dans notre vision et dans notre démarche. On a un peu l'impression qu'il y a pas mal de gens qui réfléchissent de la même manière aujourd'hui et que les idées sont en train de changer. Donc c'est simplement se dire que notre rapport à la nature, il est pas celui qu'on a aujourd'hui, il est pas très ancien finalement. Il a 200, 300 ans maximum. Et que ce rapport à la nature, il nous a mené à une situation un peu compliquée. C'est ce rapport-là en fait qu'il faut changer. C'est pour ça que
le changement est complexe parce qu'il faut changer sa manière de penser et ses idées. Donc des lectures, c'est des livres de Baptiste Morisot. Là, je lis celui de Jared Diamond qui s'appelle Effondrement, donc qui est intéressant parce que ça fait le parallèle avec il y a d'autres civilisations, d'autres groupes qui ont vécu la même chose que nous il y a longtemps, comment ils ont réagi, bien réagi, mal réagi, disparu, pas disparu. Et donc c'est ça qui est intéressant, voilà, lire plutôt de la littérature un peu scientifique, puisque souvent ce sont des scientifiques qui viennent en tout cas des professionnels de leur secteur ou de la philosophie ou de l'anthropologie, etc. Mais je trouve qu'il y a un vrai changement, ou en tout cas une vraie prise de conscience sur un rapport à la nature plutôt que se braquer juste sur le réchauffement climatique, etc. Et les causes, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est pas moi. Et je pense que c'est ce rapport-là qui peut nous amener, qui peut nous sauver au final, ou en tout cas changer nos idées. Donc les idées, c'est long à changer, mais par contre c'est extrêmement puissant parce qu'une fois que ça a changé, ça bouge plus. Merci beaucoup Christophe Cordonnier, fondateur de Lagopède, d'avoir été notre invité pour cet épisode. Voici les 4 points clés à retenir de cet épisode. Le premier, c'est que avant de se lancer dans une aventure entrepreneuriale, il faut toujours se demander pourquoi les autres n'ont pas fait avant ce qu'on s'apprête à réaliser. Le deuxième point, c'est que quand on crée une entreprise, on fait surtout une suite de petites erreurs. Tout simplement parce qu'en fait, une grosse erreur, ça signifie la mort de l'entreprise. Donc finalement, cette marge d'erreur, elle est assez fine. Le troisième point, c'est que pour qu'une levée de fonds soit efficace et rapide, il faut compter que la préparation de la levée de fonds sera aussi longue que la levée elle-même. Le quatrième point, c'est que si vous faites appel à un leveur, n'imaginez pas qu'il va le faire le travail tout seul. En réalité, vous allez devoir vous aussi faire le deck, les rendez-vous, pitcher et prendre le temps de répondre à toutes les demandes de due diligence. C'est vous qui devez faire cet effort car c'est un exercice intime pour le chef d'entreprise comme pour l'entreprise elle-même. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Outdoor Minds. Si vous êtes arrivé au bout, c'est sûrement qu'il vous a plu. Nous vous invitons à le partager autour de vous et à nous soutenir en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa. Cela nous aidera beaucoup à faire connaître cette balado-diffusion et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez découvrir de nouvelles choses dans le tourisme et les sports outdoor ? Alors nous vous invitons à nous retrouver dimanche prochain avec un invité prestigieux. À très vite pour un nouvel épisode d'Outdoor Minds.